Merci bien. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à monsieur le professeur Christian Hervé, qui est un de mes amis, qui va nous parler des mystères de l'éthique. Alors, il a une liste de titres et travaux comme ça. Puis-je dire quand même qu'au départ, tu étais anesthésiste réanimateur? Je le confesse. Voilà. Vous voyez, il a été surtout directeur d'une équipe d'accueil. En fait, je suis un défi. Voilà. Vous n'auriez jamais dû m'inviter. Mais si. Absolument. Et il a été surtout directeur d'une équipe d'accueil. Alors maintenant, ça s'appelle Paris Université, mais c'était à l'époque Paris Descartes. Absolument. Voilà, rue des Saints-Pères. Feu Paris Descartes. Feu Paris Descartes. Écoute, l'université de Paris même. Alors, mon cher Christian, d'abord, je te remercie du fond du cœur, parce que, c'est-à-dire, on est amis de 30 ans. Non, 30 ans, c'est un terme dans l'amitié qui n'est pas bon à répercuter. On est à plus de 40 ans. Et je te remercie effectivement d'avoir pris de ton temps précieux pour nous faire cette conférence invitée inaugurale. L'Académie nationale de chirurgie est un esprit de liberté, un espace de liberté, un esprit de liberté, et tu peux dire ce que tu veux. Voilà. Déjà, puisqu'on parle de la convivialité, je vais t'offrir un livre que tu aurais dû lire depuis 2003, puisqu'il s'appelle « Éthique des pratiques en chirurgie ». Ça t'aurait permis de ne pas faire toutes les erreurs que tu as faites dans ta carrière. Mais tu sais comme quoi tu étais mon maître, en quelque sorte, que tu étais au CNU, tu m'as même nommé. Mais oui, n'ayons pas peur de le dire. Il a fallu un petit... que j'en repousse un tout petit peu. Puis bon, la chose s'est faite grâce à toi, et je me disais quand même, je voulais t'offrir un livre. Alors je vois que Frédéric Bizard est là, et Frédéric Bizard vient de préfacer notre dernier livre que nous avons fait avec Paul Garassu, qui est le président hospitalier de l'hospitalisation privée au niveau européen, sur éthique et argent. Je suis très heureux de vous rencontrer, Frédéric, qui nous a fait une super... Et je voulais te l'amener, or il n'arrive que demain, malheureusement. Donc je t'offre donc ce vieux, mais qui est l'objet en fait de mon discours, si tu veux bien. En définitive, merci, c'est un honneur. Donc je commence là un peu plus... Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas. Bien, déjà vous dire que c'est un honneur que vous me receviez, mesdames les académiciennes et messieurs les académiciens. Pour vous montrer d'ailleurs que je suis un déviant, on n'a trouvé rien de mieux que de me nommer académicien récemment, il y a 6 mois, non pas à l'Académie de médecine, parce que l'éthique éventuellement n'est pas quelque chose de scientifique, mais à l'Académie vétérinaire de France. Et dans cette académie, avec mon ami Jean-Pierre Gigou, nous travaillons sur One Health, tout simplement, parce que beaucoup de nos politiques se sont rendus compte, en effet, que la santé humaine dépendait beaucoup de la santé animale et qu'il est important d'avoir une vision beaucoup plus globale de la santé. Malheureusement, nos frontières, d'ailleurs, nous empêchent au niveau international bien souvent d'être pris au sérieux en fonction de nos résultats. D'ailleurs, c'est le président de la République lui-même qui l'a dit dans son dernier discours sur l'innovation et la recherche. Et donc, vous avez devant vous quelqu'un qui essaye... nommément de rapprocher des instituts après dans son éméritat, de manière à ce que la réflexion éthique s'imprime dans un certain nombre d'instituts pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils aient une envergure internationale. Voilà. Je vous ai préparé un petit discours parce qu'on ne sait jamais ce que l'on va être amené à dire. En effet, je suis un déviant puisque je me suis retrouvé en médecine légale. Je retrouve d'ailleurs un certain nombre de mes collègues qui sont ici présents. Et je tiens à remercier à toute la médecine légale d'avoir hébergé la réflexion éthique, de l'avoir développée, et au sein des lois de bioéthique en particulier, d'avoir des députés, comme notre collègue, qui ont totalement agi, et je me permettrai aussi de citer quelques-uns d'entre eux. Donc je me mettrai, si vous voulez, dans une vision un peu historique, en quelque sorte, par rapport à ce fameux ouvrage de 2003, que bien sûr que je n'ai pas fait moi, parce qu'on ne peut pas parler de chirurgie. Lorsqu'on n'est pas chirurgie, on est bien d'accord. Pour moi, la réflexion éthique, c'est accompagner les professionnels dans, en fait, les complexités, les contradictions quelquefois, voire les interdictions qui ne sont pas obligatoirement
agit, puisque vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, vous le savez. Ainsi donc, il y a 20 ans, aux éditions L'Harmattan, un livre proposait une éthique des pratiques en chirurgie. Un chirurgien maxillofacial, Michel Penaud, que tu as bien connu, en faisait, n'est-ce pas, en faisait la préface en tant que président de la section de médecine légale du CNU, section dans laquelle l'éthique avait été accolée à la déontologie, au droit médical, et comme je viens de dire, par l'intelligence de Jean Rey, disant la déontologie est fixe, les valeurs, ce qui est important, c'est comment elles se déclinent dans les pratiques. Donc, il est fondamental que la réflexion éthique soit avant la déontologie, voire qu'elle la booste un tout petit peu, qu'elle booste un peu les normes et les règles. Et c'est d'ailleurs un des problèmes que vous devez avoir en tant que professionnel de santé. Nous y reviendrons. Donc, ce fut un prédécesseur de votre président actuel de l'Académie de chirurgie, n'est-ce pas, mon cher Henri? Il s'exclamait dans cette préface: la médecine s'est, dit-on, déshumanisée en devenant juxtaposition de techniques. Le mal n'est donc pas propre aux chirurgiens dans la société actuelle, même s'ils furent atteints parmi les premiers. Un chirurgien, dit-il tout le temps, n'est donc après tout qu'un médecin comme un autre, à moins que les médecins ne soient en passe de devenir des barbiers comme les autres. Finissait-il. Aussi, puisque d'après lui, les chirurgiens ont été les premiers atteints dans une pandémie constituée par la technique, nous nous poserons la question aujourd'hui, incité par votre président, n'ont-ils pas aussi été les premiers atteints par une autre pandémie? Y ont-ils mieux résisté que les médecins? Développons un tout petit peu cette pensée. Rappelons-nous cet article publié dans la presse médicale où l'auteur, neurochirurgien, un de mes élèves en doctorat, s'excusait presque de ne pas avoir pratiqué des trous de trépan chez des volontaires sains, comme population témoin, lui manquant pour s'inscrire dans les méthodologies scientifiques homologuées, conscient qu'il savait que son article ne correspondait pas à ce rationalisme expérimental consacré, l'évideuse baise, médecine. Une autre pandémie rationaliste, décidément, les virus sont partout et depuis toujours. Reprenons pour nous guider et obtenir une réponse à cette question, de savoir si les chirurgiens auraient une éthique. C'est la question que tu m'as posée. Et laquelle? La question n'est pas si stupide. J'en vois d'ailleurs quelques-uns qui sourient, je l'avais noté, mais je l'avais parié. Et ils ont raison. Car Bernard de Vauchel, que vous connaissez peut-être, qui est dans ce livre, intègre les chirurgiens à l'histoire de la médecine, que d'ailleurs l'historienne Marie-Josée Imbeau-Huard décrit dans ce même livre en 60 pages. Je vous conseille de lire, il en reste une dernière, j'en ai amené 8 là, et ils sont partis comme des petits pains. Sa thèse est donc de savoir si la chirurgie est toujours un art. Je crois que c'est une des questions de fond de la chirurgie. Cela la différencierait des techniques auparavant vilipendées par notre collègue et peut-être retrouver une voie que vous n'auriez pas totalement dû quitter. À cela, citant le président de l'Académie de chirurgie d'alors, le professeur Barbier, s'interrogeant dans un éditorial de votre lettre qui posait la question de savoir « La chirurgie est-elle en crise ?» Bernard avance le fait qu'il n'y a pas d'art, sans expérimentation, argumentant pour ceux voulant sortir des sentiers battus et qui innovent, et s'insurge contre les comités Théodule, vilipendés auparavant par Dubernard, que vous connaissez bien, et avec sagacité. Les comités d'éthique, nous venons de faire récemment dans le Figaro, on publie dans ce qu'on peut, on a publié dans Ancêtre récemment, et on attend une réponse du New England, mais on a publié dans le Figaro récemment en disant justement que ces comités
Il y en avait peut-être un peu trop pour dire n'importe quoi. Et Bernard, toujours, oppose la norme de la position de l'article, de l'artiste, celui qui se situe toujours face à l'inconnu. Permettez-moi d'ajouter à votre ancien président Bernard, il le fait alors, comme tous les chirurgiens, avec courage, celui d'être chirurgien. Je peux en témoigner, j'étais à l'hôpital Henri Mondor, j'ai anesthésié un certain nombre, je me rappelle du professeur Loisan, je ne crois pas l'avoir pu là, et nous étions en cardio-chirurgie, et je peux vous dire réellement, il faut un certain courage, et un courage certain, je dirais même, et posséder les connaissances, y compris techniques, malgré la déshumanisation que prétextait notre collègue, pour expérimenter, et aussi, je dis même, en tant que preuve d'éthique, un courage d'être, avec la vision même spirituelle, celui de braver tous ceux, souvent contempteurs, associés souvent aux juristes, qui poussent des cris d'orfraie dès qu'une ligne est passée, dès qu'une norme serait passée. Seule l'opinion pourtant se trouve émerveillée, disait Einstein, qui recommandait cette posture de l'émerveillement devant la découverte et la connaissance de la nature. Comme la médecine, la chirurgie a laïcisé ses pratiques, de telle manière de celle de l'école d'Athènes, laquelle propose la peinture comme contribution éthique à la réflexion sur le sens de ce que l'on pense et prend comme conviction, notamment avec l'exemple de Raphaël, entre 1508 et 1512, vaste synthèse des idéologies profanes et chrétiennes. C'est dans le livre. Raphaël écrit l'éthique pour l'éternité en 5 années. Chacun connaît ce tableau reproduit à la Sorbonne d'Aristote tenant de sa main gauche son éthique à Nicomaque, sa main droite dirigée vers la terre, figurant l'empirisme aristotélicien, et Platon plétant à côté de lui pour la spéculation, gardant le timée à la main gauche et désignant le ciel de son autre main, allégorie du monde des idées. Cette fresque représente la dispute du Saint-Sacrement. L'école d'Athènes se trouve alors au centre, réalisant la synthèse pour la Renaissance, favorisant la diffusion des idées humanistes, impliquant éthiquement la conviction constituée par l'hétéronomie pour qu'elle se transmue vers la volonté d'autonomie des humains, prémisse de la pensée contemporaine, de libre examen, ce qu'expriment de plus en plus fortement nos patients, jusqu'à le réclamer, jusqu'à fonder ce qu'ils appellent actuellement l'expérience patiente. Par ailleurs, l'éthique s'approche, s'apprivoise même, par la multidisciplinarité, ce qui nous est fait percevoir toujours dans cette fresque où Héraclite figurera sous les traits de Michel-Ange, Parménide contestant Pythagore est entouré de 3 de ses disciples, dont un est Averroès, jusqu'à Épicure étant représenté comme Orphée et Bacchus. Zénon, symbolisant la sagesse, ne monte pas au tableau. Comme le dit très bien Claude Valentin dans ce livre, cela présage des discussions sur l'éthique du fonctionnement des comités, qu'ils soient hospitaliers ou de recherche, laquelle éthique actuellement oppose Jürgen Habermas, qui se réfère aux procédures égalitaires, procédurales comme on dit, et Karl Otto Appel, possédant un point de vue différent, comme quoi la connaissance fait sacralité dans le monde contemporain. Ce qui fait que travailler dans les comités est loin d'être évident et est loin d'être une vérité. Il nous rappelle que la connaissance est la première condition épistémologique du récit historique, dont l'existence se confond en un chemin pour l'individu et l'humanité, connaissance liée à la mémoire intersubjective, selon Paul Ricoeur, ce que réalise
notre relation chirurgien-patient. Tu sais, pendant quand même 20 ans, en première année de médecine, devant les 2500 étudiants que nous avions, eh bien, je leur ai fait du Paul Ricoeur. Tu te rends compte, les pauvres. En ce sens, le chirurgien est un artiste, pour moi. Tellement il doit concilier les visions, les postures différentes de chaque patient, telles que en définitive, dans ce tableau, tout le monde, n'est-ce pas, se retrouve. Et faire la synthèse adéquate avec un système aussi compliqué, le système économico, administrativo, juridique. Je ne parle pas de médical, parce que bien souvent, ce n'est pas la pensée première des normes qui ont été construites. Et tout ceci, en la proposant aux patients qui, bien souvent, ne comprend pas. Et en plus, par un phénomène qui a été tout à fait bien démontré par nos collègues canadiens, qui est le phénomène de littératie. C'est-à-dire que tout le monde ne comprend pas les mêmes choses en même temps, parce qu'il a son éducation, il a eu beaucoup d'éléments, il a sa culture, il a sa langue, et en fait, l'égalité citoyenne que nous aurions, en définitive, en réalité, est loin devant la lecture d'un consentement, et rarement retrouvée, puisque 50% des personnes ne comprennent pas le consentement. C'est quand même ennuyeux qu'une personne sur deux ne comprenne pas bien ce qu'on leur demande pour faire une recherche, en définitive, mais on fait comme si il faut bien faire la recherche. En ce sens, le chirurgien est un artiste. Tellement il doit, excusez-moi, je ne vais pas vous répéter tout le temps, cela est de l'art, d'être dans le système économico-administrativo-juridique, cela est de l'art, et cela se révèle surtout au quotidien. À cela, en dernier lieu, le droit, en effet, ne peut être oublié comme preuve. Cette intervention, toujours dans ce même livre, des pratiques éthiques et chirurgie, celle de notre collègue de médecine légale que vous affectionnez, mon cher président. Je parle de notre amie Anne-Marie Duguay, que vous connaissez bien. Encore une collègue de médecine légale de Toulouse. Elle aborde l'information et le consentement et parle des paroles saines. Elle édicte que le chirurgien informe en confiance en fonction de la potentialité de réalisation de l'acte, en fonction du risque et de sa gravité. Le drame, c'est que rarement, même dans ce rapport bénéfice-risque, on ne connaît pas bien les risques et on préjuge des bénéfices. Mais il faut bien avoir quelque chose qui vous permette d'avancer et faire. Le document écrit, s'il existe, ne dispense pas de l'information orale relative aux conséquences particulières de l'acte propre à chaque patient. Faut-il dire tout cela aux patients? C'est une question. Elle montre comment le patient, autrefois fataliste, devient revendicateur, à bon escient, dit-elle, jusqu'à exiger parfois à être en situation de partenaire. J'en parlais tout à l'heure avec l'expérience patient. Cette évidence rejoint une autre dimension éthique, le rapport avec l'argent. À ce propos, l'économiste et éthicien Jean-Marie Fessler pose de manière actuelle des réflexions judicieuses. Je vous les fais partager. Toujours dans le livre, il cite un autre économiste, Malinvaud, lequel souligne que la fonction véritable de l'économie mathématique, je parle sous la direction de Frédéric, vous me direz, est d'apporter la rigueur là où on en a besoin et qu'elle n'est pas de produire des modèles abstraits pour des économies imaginaires. Je pense que vous seriez d'accord, Frédéric. J'ajouterais même aux dépens de la prise en charge des patients de leur accès aux soins de qualité. Ces propos émis en 2003, moment de la sortie de ce livre sur l'éthique des pratiques en chirurgie, écrit par beaucoup de chirurgiens, montrent actuellement la nécessité de cette vision éthique de rupture, devant l'évidence qui s'objective devant cette polémique de cette pandémie de la Covid-19, entre les finalités et les moyens de nos pratiques médicales. Il faut ainsi rétablir la raison et l'éthique pour laquelle les soins médicaux et chirurgicaux sont accomplis. D'ailleurs, à ce propos-là, et je vous y invite,
vendredi, je fais venir au 45 rue des Saints-Pères, nommément en particulier, Jean-François Delfrécy, pendant 1 heure pour qu'il nous parle de son expérience, non seulement en tant que président du Comité national d'éthique, mais en plus comme étant le président de ce comité scientifique, et surtout avec les problèmes de communication qui ont pu éventuellement être relevés par les médias ensuite. Et je vous invite, c'est à 8h30 au 45 rue des Saints-Pères, amphithéâtre Lavoisier A. Les drames actuels de l'économie démontrent en quoi les propos de Malinvaud auraient dû être suivis il y a longtemps. Cela est patent aujourd'hui. Le système produit des solutions économiques toujours plus compliquées, jusqu'à une tarification à l'activité, témoin malheureux d'une politique de rationalisation. Toute idéologie se confronte à la réalité ultime. Dans notre cas, elle aboutit à ma conviction que les soins participent du bien-être des individus et de la promotion de l'humanité, et je suis persuadé que vous me suivrez là-dessus. En ce sens, ils ne peuvent être que des richesses, les soins, et non pas des coûts, ce qu'ils ont considéré malheureusement depuis 30 ans. Or, Raymond Barre, il y a 40 ans, excusez-moi, vous invitez des gens trop vieux, parce que je me rappelle encore, avant l'Alzheimer, eh bien, Raymond Barre, à Lyon, avec donc les établissements pharmaceutiques, disait que la santé est un investissement. Or, depuis 30 ans ou 40 ans, ce n'est pas le cas. Et la rationalisation, vous avez bien vu, pour la pandémie, ce que ça peut entraîner. Je ne suis pas le premier à le dire, je ne fais d'ailleurs, tout le monde ne fait que de se répéter le drame. Il eût fallu peut-être écouter ceux qui auparavant nous l'ont dit, nous l'auraient dit. Il en est de même de la recherche et de l'innovation. Et là, je fais référence au discours de notre président, n'est-ce pas, qui demande à ce que les frontières s'abattent, puisqu'aucune de nos données ne peut avoir un niveau international réel. Et donc, ça demande de quitter les territoires, partager les données, travailler ensemble, penser ensemble. Je suis en train de répondre à ce fameux DREAM. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est. C'est le domaine de recherche et d'innovation majeur. C'est un appel d'offres que vient de donner la région Île-de-France. Vous devriez tous vous précipiter. 2 500 000 € par an pendant 5 ans. C'est quand même important. Et justement, tout le problème est de trouver les réseaux entre les différentes institutions pour qu'elles travaillent ensemble, universités, écoles, différentes professions. Y arrivons-nous? Voilà les véritables problèmes tels qu'ils nous sont, si j'ai bien compris, posés. Donc les drames actuels de l'économie démontrent en quoi les propos de Malinvaud auraient dû être cessés. Cela est patent aujourd'hui. Toute idéologie, je l'ai déjà dit, en ce sens, ils ne peuvent être déjà, excusez-moi, il y a même de la recherche. Ces pratiques médicales mériteraient une réflexion éthique de la part des économistes et décideurs, et en collaboration avec nous, praticiens, et à partir du sens même de nos pratiques, plutôt que d'y voir des systèmes d'ajustement globaux préférés par des politiques devenant de moins en moins humaines. Mes très chers collègues académiciens, en conclusion, je ne peux qu'insister sur cet aspect qu'une éthique est impérative dans nos métiers, autant en médecine qu'en chirurgie. Il ne faut pas l'attendre des collègues, qu'ils soient juristes, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient sociologues. C'est à nous-mêmes de réfléchir sur nos propres pratiques et de voir comment on peut peser, peut-être, pour faire bouger les lignes qui auraient dû depuis longtemps être bougées et poussées peut-être par les professionnels eux-mêmes, qui il y a 30 ou 40 ans, les chirurgiens en particulier, étaient particulièrement à l'Assemblée écoutés, plus écoutés qu'ils ne sont actuellement, de même que les médecins. Nous avons peut-être manqué quelque chose à un moment, ne voyons en définitive que là,
et non pas éventuellement tous ces éléments que j'essaye de dire. D'autant plus que devant de multiples idéologies et croyances, qu'elles soient religieuses ou économiques, la finalité de notre métier doit être préservée et même promue. Nous revitalisons, voilà, dans la conception que nous devons d'être soudés au corps de ces sujets qui nous importent, le bien des patients, et sur cela, aucune norme ne pourrait nous subvertir. J'ai inclus parmi ces idéologies et croyances à se méfier celles qui se voudraient, je peux le faire vu mon grand âge, et que maintenant il ne peut plus trop bien m'arriver. Celles qui se voudraient prétentieusement plus rationnelles que les autres. Je me méfie de ceux qui ont la vérité. Moi, je ne fais que la rechercher. Et je vous l'avoue franchement, je ne l'ai pas encore trouvée. Et je me méfie de ceux qui disent qu'ils l'ont trouvée. Pour finir, permettez que je donne un conseil aux chirurgiens que vous êtes, peut-être aux plus jeunes puisque vous dirigez. Gardez la dimension artistique que votre profession vous confère. Et si en plus, vous lisez ce livre sur l'éthique des pratiques et celui de mon collègue et ami, vous verrez que l'éthique n'est pas un sujet aussi rébarbatif que certains ont pu le dire sans s'y plonger. Merci de votre écoute. Merci infiniment, mon cher Christian. Comment faire une synthèse? Alors, la synthèse d'un esprit géométrique comme le mien. Je suis chirurgien orthopédiste, je n'ai pas l'esprit de finesse comme les autres, les chirurgiens viscéralistes, les vasculaires, etc. J'ai retenu une chose, nous sommes des artistes. C'est vrai. Voilà. Mais le deuxième point concerne effectivement l'éthique. L'éthique n'est pas une attitude. L'éthique, c'est toi qui m'as appris ça, c'est un questionnement. Et se poser des questions vis-à-vis des relations qu'on peut avoir pour les patients. Je pense en particulier à ce que tout le monde connaît bien, on en a parlé hier à l'Académie nationale de médecine, la notion d'information. Comment... Je me permets de rajouter en plus, pour spolier un tout petit peu un ami, l'ancien président du Comité national d'éthique, Didier Sicard, c'est aussi une résistance. J'appelle à la résistance. La réflexion éthique, c'est la résistance. Et nous devons lutter, bien entendu, sur ce qui nous fait vouloir garder, peut-être de manière un peu maladive, des choses que nous croyons qui nous donnent une certaine puissance. Nous devons voir le sens et essayer de travailler ensemble. C'est vrai que si on l'avait fait auparavant beaucoup plus, on n'aurait pas les difficultés que nous pouvons avoir maintenant. Et c'est peut-être ça, la résistance par rapport à ceux qui savent tout, qui ont décidé des normativisations, au moins se faire entendre. Vous vous rendez compte, quand j'ai commencé il y a 40 ans la réflexion éthique à Necker, Jean Rey me demandant justement de prendre en main toute l'éthique de la recherche. Eh bien, l'éthique se faisait non pas par les médecins, par les chirurgiens. À chaque fois qu'ils avaient besoin d'un éthicien, ils faisaient venir un philosophe qui venait leur dire ce qu'il fallait faire, ou un juriste, ou un sociologue, alors que c'était eux-mêmes qui devaient, comment dire, exprimer, et qu'il y ait parmi vous des personnes, et c'est d'ailleurs dans ce livre-là qu'un certain nombre de personnes ont été agrégées, tout, etc., en faisant une thèse en éthique médicale. Et je suis heureux, j'ai à peu près, parmi les chirurgiens, une vingtaine actuellement, dont certains sont chefs de service et même doyens, qui ont fait, comment dire, qui ont fait ce doctorat d'université d'éthique médicale. Et j'en suis heureux, mais il a fallu se battre contre les CNU pour qu'on considère en génétique ou ailleurs une réflexion éthique en génétique.
C'était loin d'être évident, vous savez. Mais je pense que les difficultés sont aussi importantes maintenant. Donc, il ne faut pas battre sa coule, vous êtes des artistes, et je parle surtout aux jeunes, puisqu'il y en a plein. Ils doivent être aidés par les anciens, parce que c'est encore eux qui ont le pouvoir, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à voir ici combien il y a d'hommes par rapport au nombre de femmes. C'est aussi un sujet éthique, ça fort important, et c'est un sujet social actuel. Nous avons des réflexions fortes à avoir. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je suis très heureux. Merci à toi. Donc, résistance, mais si tu m'as bien écouté, parmi les critères, effectivement, que j'ai voulu développer pendant ma présidence, qui a été une présidence un peu particulière, eu égard à la pandémie, je disais qu'il fallait que les femmes rentrent à l'Académie nationale de chirurgie, et j'ai lancé un cri aux jeunes: gardez votre libre arbitre. Voilà. Alors, dans ma bouche, on dira, bien sûr, maintenant, vous pouvez le dire, vous qui avez été président du CNU, président de la SOFCOT, président de l'Académie nationale de chirurgie, de la Société française d'arthroscopie, etc. Maintenant, évidemment, avec le recul, vous pouvez dire, mais la question éthique, on peut se poser, mais de votre temps, qu'avez-vous fait, effectivement, pour faire avancer les choses, pour rentrer vous-même en résistance? Je dois vous dire qu'a posteriori, j'ai toujours été, si je puis dire, une sorte d'électron libre, et que ça n'a jamais gémi. En tout cas, moi, ça m'a profité. Bah, voilà. Mais vous voyez, effectivement, donc, la question qu'on pourrait se poser, dire à des jeunes, ça a déjà été dit ça, gardez votre libre arbitre, et même ça nous chatouille de temps en temps, parfois ça nous énerve. On dit, bon, les jeunes, ils commencent à nous, enfin, j'allais dire à nous gonfler. Non, pas du tout, mais ça nous traverse l'esprit. Mais peut-être, effectivement, dans le cadre d'une résistance et d'un questionnement éthique, on peut faire réellement avancer les choses. Voilà. Alors, j'en terminerai aussi par la définition de l'éthique. Alors, la définition de l'éthique, je te la dois, puisque je l'ai lu dans un de tes livres, les actions propres à l'homme dans son irréductibilité de personne agissante. J'espère que tu es d'accord avec cette définition. J'ai dû la copier quelque part. Voilà. Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je tiens à remercier une nouvelle fois Christian Hervé, qui nous a enthousiasmés et qui nous a permis de rentrer dans la dimension tridimensionnelle, atmosphérique de l'éthique, en nous disant « rentrez en résistance, posez-vous des questions ». Car le questionnement éthique, c'est déjà le début d'une bonne marche éthique. Voilà. Je n'ai pas dit de bêtises, là. Bon, c'est excellent. Parfait.